Le soleil de plomb écrase la savane africaine, transformant la terre, autrefois fertile, en un désert aride de poussière ocre. Au milieu de cette désolation, une silhouette massive se détache. C'est Kibo. Son pelage parsemé de mèches grises est marqué par les cicatrices de 1000 combats pour la vie. Mais ce ne sont pas les prédateurs qui l'inquiètent aujourd'hui. C'est la faim cruelle qui tenaille chaque membre de sa famille. Derrière lui, sa troupe avance péniblement, les mères serrant contre elle des petits trop faibles pour gémir. Kibo sait que chaque minute compte dans cette fournaise. Chaque pas est une agonie, mais dans ses yeux ambrés, une lueur d'intelligence froide persiste. Il ne dirige pas son peuple par la force brute, mais par une sagesse forgée dans l'épreuve. Il sent l'eau avant de la voir, une promesse humide portée par un vent léger. Soudain, au détour d'une crête rocheuse, une vallée luxuriante apparaît enfin. Le sanctuaire interdit. Là, l'herbe est haute, les arbres croulent sous des fruits charnus, et l'eau coule en abondance entre les rochers. C'est le paradis, mais il est gardé par des guerriers impitoyables. Sur les falaises, des sentinelles surveillent chaque accès avec une vigilance constante. C'est le domaine de la troupe des falaises, dirigée par Malak, un tyran colossal dont la seule loi est la terreur. Malak ne partage rien de ses richesses. Pour lui, la faiblesse des autres est un crime méprisable. Kibo observe de loin la puissance de ses rivaux. Il voit les lieutenants de Malak patrouiller avec une arrogance prédatrice, certains de leur supériorité physique absolue sur le reste du monde. La survie de la lignée de Kibo dépend de l'accès à cette vallée salvatrice. Le vieux chef décide d'abord de tenter une approche diplomatique pour éviter un bain de sang. Il s'avance seul, les oreilles aplaties en signe de paix, espérant que la détresse de son peuple touchera le cœur du tyran. Mais Malak ne connaît pas la pitié. Alors que Kibo s'approche des limites, Malak surgit des ombres dans un rugissement qui glace le sang. Sans le moindre avertissement, il se jette sur un jeune mâle de la troupe de Kibo, qui s'était avancé par curiosité. La violence est brève et dévastatrice. Le jeune babouin est projeté contre les pierres, le flanc déchiré par les canines du tyran. Kibo, impuissant, doit ordonner la retraite sous les rires moqueurs de la troupe des falaises. L'humiliation est totale, mais elle allume chez le patriarche une flamme nouvelle, celle d'une justice qui passera désormais par l'esprit. De retour à l'abri des acacias, la tension est vive. Le fils de Kibo, jeune guerrier impatient, veut charger immédiatement pour laver l'affront. Kibo l'arrête d'une main ferme. Il sait qu'une attaque frontale contre ces géants serait un suicide collectif. Contre la masse de Malak, la force est une impasse. Il faut utiliser la ruse. Kibo commence à observer l'ennemi. Il mémorise les changements de garde et les sentiers escarpés qu'ils empruntent. Il réalise que la confiance aveugle de Malak est en réalité sa plus grande faiblesse. Le tyran est prévisible, persuadé que sa force suffit à décourager toute résistance. Kibo élabore alors un plan révolutionnaire basé sur la tromperie, le mouvement et le harcèlement plutôt que sur le choc frontal. L'espoir renaît doucement au sein de la troupe. Avant que nous ne poursuivions cette épopée sauvage, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. La nuit tombe sur la savane, offrant un voile protecteur aux insurgés affamés. Kibo envoie son éclaireur le plus agile pour une mission de reconnaissance périlleuse. Identifier une faille dans le mur de pierre de Malak. Pendant des heures, le silence pesant n'est rompu que par le cri d'une hyène. Soudain, l'éclaireur repère une fissure dissimulée par la végétation, une erreur tactique dans la forteresse naturelle ennemie. Mais alors qu'il s'apprête à repartir avec cette nouvelle, une pierre roule traîtreusement sous son pied. En haut de la falaise, une sentinelle de Malak se redresse, fixant l'endroit où l'espion est tapi. Le souffle court, l'éclaireur sent le regard de l'ennemi sur lui, tandis qu'un cri d'alerte s'apprête à briser le silence de la nuit. L'éclaireur retient son souffle, son corps plaqué contre la roche froide, le cœur battant la chamade dans sa poitrine étroite. Heureusement, la sentinelle de Malak, distraite par le passage lointain d'une troupe d'antilopes nerveuses, finit par détourner son regard soupçonneux vers la plaine. C'est le signal précis que Kibo attendait pour lancer sa guerre des ombres, une stratégie de harcèlement destinée à éroder la volonté de fer du tyran. Dès que la lune atteint son zénith,
jetant des reflets argentés sur les falaises abruptes, le silence pesant de la vallée est brisé par une cacophonie soigneusement orchestrée. Aux quatre coins stratégiques du sanctuaire interdit, les membres de la troupe de Kibo se mettent à hurler simultanément, leurs cris stridents se répercutant avec force contre les parois de pierre naturelle. Ces sons ricochent, se multiplient et créent une illusion de nombre terrifiante pour ceux qui écoutent en bas. Les guerriers de Malak, réveillés en sursaut, se précipitent dans toutes les directions, les yeux écarquillés par le manque de sommeil, cherchant désespérément un ennemi invisible qui semble être partout à la fois. Chaque fois qu'il s'approche d'une source de bruit supposée, celui-ci s'éteint brusquement pour renaître avec plus de vigueur de l'autre côté de la gorge. Privés de repos et rongés par une paranoïa grandissante, les soldats du tyran commencent à s'épuiser physiquement et mentalement. Ils ne combattent plus des singes, mais des fantômes qui hantent désormais leur nuit, transformant leur forteresse de pierre en une cage de résonance insupportable. Le lendemain, alors que le soleil commence à chauffer les esprits, Kibo affine ses tactiques de guérilla. Il sait que Malak ne peut être vaincu sur son propre terrain par une charge frontale. Il divise alors ses partisans les plus agiles et les plus courageux en petits commandos de diversion extrêmement mobiles. Ces babouins provoquent ouvertement les lieutenants de Malak, se montrant brièvement avant de disparaître dans les crevasses, les narguant depuis des promontoires inaccessibles pour les attirer hors de leur position fortifiée. Emportés par une rage aveugle, les guerriers de la falaise, habitués à dominer par la peur, s'élancent à leur poursuite. Ils s'enfoncent, malgré eux, dans des terrains accidentés, parsemés de rochers instables et de broussailles épineuses, où leur taille massive et leur puissance musculaire deviennent un handicap flagrant plutôt qu'un atout. Pendant ce temps, dans le cœur même de la vallée luxuriante, d'autres membres de la troupe de Kibo infiltrent discrètement les zones de stockage. Leur mission est cruciale, le sabotage. Ils ne se contentent pas de voler les fruits charnus et les racines gorgées d'eau nécessaires à leur survie. Ils détruisent méthodiquement les réserves restantes, renversant les stocks et souillant ce qu'ils ne peuvent emporter. L'abondance, qui était la fierté absolue de Malak et l'outil de son pouvoir, se transforme en un fardeau de suspicion. Le tyran commence à douter de la loyauté de ses propres troupes, s'imaginant que des traîtres agissent de l'intérieur. Ce qui s'ajoute au climat de terreur qu'il a lui-même instauré. Cependant, cette stratégie de patience et de ruse ne fait pas l'unanimité parmi les exilés. Le fils de Kibo, dont le sang jeune et bouillonnant d'impatience ne supporte plus l'attente, confronte son père à l'abri d'un bosquet d'acacias. Pour lui, se cacher dans les recoins sombres et fuir le contact direct est une insulte à leur lignée, une marque de lâcheté qui ternit leur honneur. Il réclame une confrontation directe, un combat singulier pour laver l'affront subi. Kibo, dont les yeux fatigués mais lucides reflètent une sagesse ancienne, pose une main apaisante sur l'épaule de son fils. Le vrai courage n'est pas de mourir inutilement pour une cause perdue d'avance, mais d'avoir la force de vivre pour voir son peuple prospérer à nouveau, lui explique-t-il d'une voix sourde. Ce conflit émotionnel déchire l'unité de la famille, le fils ne comprenant pas encore que chaque pierre jetée est une entaille profonde dans l'armure mentale de leur oppresseur. Kibo décide alors de passer à une phase plus physique, l'embuscade de la gorge. En utilisant des mouvements coordonnés, il attire les lieutenants les plus féroces de Malak dans un défilé étroit aux parois verticales vertigineuses. Alors que les colosses s'engagent imprudemment dans le passage, pensant enfin coincer leurs harceleurs, une pluie de projectiles dévastatrices s'abat sur eux. Des pierres massives, des branches lourdes et des débris rocheux sont précipités depuis les crêtes par la troupe de Kibo, restée invisible jusqu'alors. Isolés, incapables de grimper assez vite pour riposter ou de manœuvrer dans cet espace restreint, les lieutenants de Malak sont forcés de reculer dans un désordre humiliant, leur autorité s'effritant devant leurs propres subordonnés qui assistent à leur déroute. La stratégie de Kibo semble enfin porter ses fruits, mais la victoire est de courte durée et le prix à payer s'annonce terrible. Malak, dont la fureur a atteint un paroxysme destructeur, réalise que le fils de Kibo est la faille dans la cuirasse du vieux chef. Profitant d'une imprudence fatale du jeune guerrier qui, voulant prouver sa valeur, s'était aventuré trop près des lignes ennemies pour narguer une sentinelle,
Malak surgit d'un repli du terrain avec une rapidité foudroyante. Dans un rugissement de triomphe qui glace le sang des témoins, il saisit le fils de Kibo par la nuque, ses crocs acérés s'enfonçant légèrement dans sa chair. Le tyran se hisse alors au sommet d'un rocher proéminent dominant la vallée. Il utilise le jeune mâle comme un bouclier vivant, sa voix tonnant avec une cruauté absolue. Il ne cherche plus à chasser des ombres. Il exige désormais que Kibo se montre à découvert, prêt à sacrifier la vie de son propre héritier s'il refuse de se soumettre. Le silence retombe lourdement sur la savane, tandis que Kibo, tapi dans les fourrés, sent son cœur de père vaciller devant le plus cruel des dilemmes. Kibo s'avança lentement, le dos voûté par un poids qui semblait dépasser celui de ses nombreuses années. Chaque pas dans la poussière soulevait un petit nuage gris, symbole de sa défaite apparente devant l'assemblée silencieuse. Au sommet de l'autel de pierre, Malak resserra son étreinte sur le cou du jeune captif, ses yeux injectés de sang brillant d'une satisfaction féroce. Le tyran ne voyait devant lui qu'un vieillard brisé, prêt à s'agenouiller pour sauver sa lignée. Mais sous son masque de vulnérabilité, Kibo comptait les secondes, ses oreilles attentives au moindre bruissement du vent traversant la gorge. Il feignit un trébuchement, une faiblesse calculée qui poussa Malak à lâcher un rire guttural, un son qui résonna dans toute la vallée comme le glas d'une aire révolue. C'était le moment précis qu'il avait orchestré. D'un geste imperceptible, Kibo toucha une cicatrice sur son flanc, signal visuel pour l'éclaireur tapi dans les hauteurs. Soudain, un sifflement aigu déchira l'air. Ce n'était pas un cri de guerre, mais une commande tactique. Instantanément, la troupe de Kibo, dissimulée dans les anfractuosités de la falaise, déclencha une avalanche sonore d'une intensité inouïe. Ce n'était plus un simple harcèlement, mais un bombardement acoustique coordonné. Des pierres furent frappées contre des troncs creux, créant un rythme de tonnerre qui fit vibrer le sol sous les pieds de Malak. Désorienté par cette attaque invisible, le tyran relâcha involontairement sa pression sur le fils de Kibo, cherchant des yeux l'origine de ce chaos. Profitant de cette seconde de flottement, le jeune babouin se projeta en avant, glissant entre les jambes massives de son ravisseur. Kibo, retrouvant soudainement une agilité de prédateur, ne fuyait pas vers la sortie de la vallée, mais vers une zone qu'il avait minutieusement repérée. Une dépression trompeuse en bordure du point d'eau, masquée par une fine couche de sédiments desséchés cachant un lit de sable mouvant. Malak, ivre de rage face à cette évasion, se lança à sa poursuite, oubliant toute prudence élémentaire. Sa force brute et sa masse imposante, qui faisaient d'habitude sa gloire, devinrent ici son plus grand ennemi. Alors que Kibo, léger, contournait le piège en sautant sur des roches stables, Malak s'enfonça lourdement dans la zone instable. À chaque mouvement violent pour se dégager, la terre visqueuse l'aspirait davantage. Le géant était pris au piège, immobilisé par l'environnement même qu'il prétendait dominer. Ses lieutenants, accourus pour le secourir, s'arrêtèrent net au bord du gouffre. Ils virent leur chef, ce colosse autrefois invincible, hurler de terreur, réduit à l'impuissance par la simple ruse d'un vieillard. La loyauté de la troupe des falaises, bâtie sur la peur, s'évapora en un instant. Ils échangèrent des regards incertains, réalisant que le règne de la brutalité s'effondrait. Kibo s'approcha du bord, observant le tyran s'enfoncer jusqu'au poitrail. Le silence revint, troublé seulement par le souffle court des babouins rassemblés. Le fils de Kibo, s'avançant aux côtés de son père, ramassa une pierre pointue, le regard brûlant d'une soif de vengeance. Mais Kibo posa sa main sur le bras du jeune guerrier, secouant la tête. Tuer un ennemi vaincu ne ferait que perpétuer le cycle de violence. La véritable victoire résidait dans la rupture de ce cercle. Sous les ordres de Kibo, la troupe utilisa de longues lianes pour extraire Malak de la boue, non pour le gracier, mais pour lui signifier son bannissement définitif. Exilé, Malak fut contraint de quitter la vallée, marchant seul vers les terres arides de la savane, sa silhouette s'effaçant dans la poussière sous les huées de ceux qui l'avaient opprimé. Kibo n'avait pas seulement conquis un territoire. Il avait instauré un nouveau code de conduite. Il ordonna que l'eau et les fruits soient partagés équitablement entre tous, transformant le sanctuaire interdit en un havre de coopération. Le fils de Kibo comprit enfin que le courage n'était pas dans l'éclat d'une charge suicidaire, mais dans la sagesse de préserver la vie. Le soleil descendit à l'horizon,
peignant le ciel de teintes pourpres. Kibo s'installa sur le promontoire le plus élevé, contemplant sa troupe qui s'abreuvait enfin sans crainte. Il savait que son temps était compté, mais il laissait derrière lui un héritage plus précieux que des terres. La preuve que l'esprit triomphe de la force. Pourtant, au loin, sur les crêtes, d'autres silhouettes sombres se dessinaient. Plusieurs troupes étrangères avaient observé chaque mouvement et chaque ruse de Kibo. L'art de la guerre chez les babouins venait de changer radicalement. La guérilla n'était plus un secret, mais une nouvelle leçon de survie qui allait se propager à travers toute la savane, redéfinissant à jamais l'équilibre des forces dans ce monde sauvage.